cadre de la série télévisée Portrait d'anthropologue québécois, nous vous présentons le premier de 3 entretiens avec l'anthropologue et professeur Paul Charret du département d'anthropologie de l'Université Laval. Dans ce premier entretien, Paul Charret nous parle de son cheminement académique vers l'anthropologie, de ses premières expériences de terrain au Québec et en Afrique, de la création du département d'anthropologie à l'Université Laval et de ses nombreuses activités d'enseignement en anthropologie. Écoutons ce premier entretien avec Paul Charret. Monsieur Paul Charret, vous enseignez au département d'anthropologie depuis 1969. Vous avez suivi le cours classique ainsi qu'une formation en sociologie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à l'anthropologie? Ça pourrait être une longue histoire, un long cheminement, surtout si on y réfléchit après une trentaine d'années d'activité professionnelle en anthropologie. Bon, un peu comme tous ceux qui ont fait des longues études à l'époque, on devait passer par le cours classique qui se donnait dans des séminaires ou des collèges privés, généralement dirigés par le clergé. Donc, j'ai fait mon cours classique au séminaire de Chicoutimi, où j'ai gradué en 1960. Et après le cours classique, j'ai été presque une année, en fait, au noviciat des Pères Blancs à Saint-Martin de Laval, donc d'août 1960 à avril 1961. Et ce qui m'a amené à l'anthropologie, c'est probablement l'Afrique. C'est-à-dire que j'avais peut-être une ligne fixe depuis très longtemps. Dans ma jeunesse, j'avais vu des films sur l'Afrique, souvent des films tournés par des Pères Blancs qui étaient projetés à l'occasion de soirées pour ramasser des fonds, avoir de l'aide monétaire pour les missions africaines. Et probablement, j'étais resté dans mon subconscient imprimé par les images d'Afrique et des missionnaires là, qui travaillaient, disons, de façon générale pour le développement des Africains. Évidemment, c'était pour la conversion, pour la conversion au christianisme. Mais ce qui m'attirait vraisemblablement, c'était, de travailler au développement social, économique et spirituel, disons, de certains groupes. Dans ce cas ici, c'était les Africains. Et bon, c'est peut-être pour cette raison-là que j'ai choisi les Pères Blancs, qui n'était pas la bonne raison, ce dont je me suis aperçu lorsque, en noviciat, on a fait une longue réflexion sur les fondements de notre vocation. Je me suis aperçu une introspection, si on veut. On avait une retraite de 30 jours là, qui nous amenait à réfléchir sur les fondements de notre choix. Et pour m'apercevoir que, c'était plutôt... Ce que je recherchais, c'était d'aller en Afrique plutôt que de vouloir convertir les âmes, comme on l'appelait. Donc, après avoir quitté le noviciat, je me suis inscrit en sociologie, pas en sociologie, mais à l'époque, c'était en sciences sociales à l'Université Laval. Mais c'était pas, d'abord, ma première orientation, mon premier choix, c'était pas l'anthropologie, c'était plutôt la sociologie des loisirs. Et, après avoir pris des informations, c'était difficile de faire... C'était même impossible de faire telle orientation, d'avoir une telle formation au Québec. Et j'avais choisi la sociologie. Et à l'époque, à l'Université Laval, il y avait la faculté des sciences sociales qui était déjà connue depuis une vingtaine d'années et en expansion. Et qui offrait, disons, une formation en sociologie. À ma connaissance, l'anthropologie n'en faisait pas encore partie à cette époque-là. Mais plusieurs anthropologues ont été, comme vous, tentés par la prêtrise. Comment vous expliquez cette aspiration? Oui, comme je viens de le mentionner, c'est sûr que dans un séminaire, la vocation première d'un séminaire, c'est de former des prêtres pour le clergé régulier, clergé régional, et aussi pour certaines congrégations
comme les Pères Blancs, entre autres, qui ont une vocation missionnaire à l'étranger, en particulier les Pères Blancs, c'est spécifiquement pour l'Afrique. Donc, c'est sûr qu'on est dans un contexte qui doit favoriser l'éclosion, le développement de vocations. C'est sûr que c'est pas tout le monde dans les séminaires, loin de là, qui se destinait à la prêtrise, mais on s'attendait qu'un nombre assez important et évidemment, peut-être le succès des enseignants était mesuré à l'aune du nombre de vocations qu'ils pouvaient susciter. Mais il faut dire aussi que dans ma formation antérieure, au niveau du cours primaire, j'étais aussi dans une institution qui s'appelait l'École apostolique, qui destinait les jeunes au séminaire, et le séminaire, normalement, devait amener vers des vocations. Donc, il y avait tout un contexte qui avait été en partie créé par mes parents. C'est sûr que les mères à l'époque, les parents en général et les mères en particulier, aspiraient à ce qu'un de leurs enfants choisisse la carrière religieuse, parce qu'on sait que au Québec, encore dans les années 60, c'était, disons, on peut dire une profession qui était quand même estimée, recherchée, valorisée, ainsi de suite, et qui formait, disons, des leaders d'opinion et des leaders aussi au niveau des communautés, au niveau des paroisses. Donc, c'est dans ce contexte-là, bien sûr, que j'ai cru sentir que j'avais une vocation, mais une vocation orientée vers l'Afrique. Donc, elle était quand même spécifique, en raison un peu des images que j'avais vues de l'Afrique à l'époque. Mais bon, il y a beaucoup de collègues qui, comme moi, ont choisi soit le clergé régulier, soit le clergé séculier, qui par la suite ont abandonné, soit avant, soit pendant la période de formation, soit après la période de formation. On en retrouve en anthropologie, on en retrouve dans toutes sortes de carrières en médecine, etc. Chez les Pères Blancs, on était 40 novices. Et quand j'ai quitté, il en restait à peu près une douzaine derrière moi. Et par la suite, il en est resté, je pense, il y en a 4 qui ont été ordonnés, 4 ou 5 qui ont été ordonnés. Et sur les 4 ou 5, il en est resté, je crois, un qui est toujours encore missionnaire, Père Blanc d'Afrique. Donc, évidemment, le contexte des années 60-70 a changé beaucoup de la donne au Québec. La religion est beaucoup moins importante là, dans notre société qu'elle a été dans les années 50-60. Le post-duplessisme a amené des changements considérables dans les situations, dans l'état de la société québécoise. Donc ensuite, vous avez suivi à l'université plusieurs cours, vous étiez intéressé à la sociologie des loisirs et vous avez réalisé une maîtrise. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce contexte intellectuel de l'époque? Bon, à l'époque, au début des années 60, la Faculté des sciences sociales avait un programme là, de 4 ans qui commençait par une année générale, une propédeutique en sciences sociales. Donc, on avait des cours dans les différentes disciplines de l'époque là, qui correspondaient à quelques départements comme la sociologie, sciences politiques, services social et économique. Et j'oublie aussi relations industrielles. Et donc, en propédeutique, on avait des cours dans les différents champs disciplinaires et ce qui nous amenait à connaître les différentes disciplines et à faire un choix après la première année. On obtenait un baccalauréat en sciences sociales et ensuite de ça, on choisissait un des champs disciplinaires. Et bon, j'ai choisi la sociologie en fonction de mon orientation possible, qui était la sociologie des loisirs. Bon, une fois en sociologie, j'ai appris, enfin qu'avec d'autres, qui existait depuis peu, que ça venait de se créer, une option en anthropologie. Donc après 2 années en sociologie, pour la dernière année, parce que à ce moment-là, pour avoir une maîtrise, il fallait faire 3 ans après la propédeutique, donc c'était un ensemble de 4 ans. Donc on faisait 2 ans de sociologie et, disons, 1 année ou l'équivalent d'une année en anthropologie, donc un certain vernis anthropologique. Mais je considère que ma formation pendant cette période de 3 ans-là est d'abord et avant tout sociologique. Donc on lisait plus d'auteurs en sociologie qu'on a pu en lire en anthropologie. D'où j'ai considéré par la suite que j'avais une lacune assez importante dans ma formation anthropologique, surtout dans les lectures des auteurs et des courants théoriques et ainsi de suite, que j'ai essayé de combler, mais je pense
peut-être pas y avoir vraiment réussi à ce jour, là, malgré tout ce qu'on peut lire, il y a toujours des choses qu'on peut lire pour élargir sa connaissance, en l'horizon de sa connaissance dans les différentes orientations, dans les différents champs disciplinaires de l'anthropologie. Vous avez finalement été l'un des premiers étudiants au département d'anthropologie. Oui, ben, j'étais dans la deuxième promotion. Il y a eu une première promotion en 63, donc l'option a été ouverte en 62. Une première promotion de 5 étudiants. Après ça, il y a eu un trou d'une année, c'est-à-dire que derrière cette première promotion-là, il n'y a personne qui avait choisi l'anthropologie comme option. Donc, j'étais de la deuxième promotion qui a gradué en 65. Nous étions aussi 5 étudiants. Donc, on était des très petits groupes. C'est sûr qu'on avait des cours plus généraux en sociologie mais au total, en sociologie, anthropologie, de notre année, on était 17. Donc, à l'époque, c'était un noyau très serré. On se connaissait tous. On participait aux mêmes enseignements parce qu'il n'y avait pas de choix à l'époque. Tout le monde suivait les mêmes cours. Et donc, c'était un noyau très serré. Il y avait beaucoup une vie intellectuelle, je pense, assez intense, là, et beaucoup d'échanges entre, d'une part, les étudiants avec les professeurs. Il y avait des occasions, des parties, etc., où on pouvait se réunir de façon informelle et échanger entre nous. Je pense que la formation était beaucoup plus serrée à l'époque, même si il y avait moins de choix. Je pense que, par contre, le climat intellectuel était beaucoup plus homogène qu'il peut l'être aujourd'hui, où, bon, avec des centaines d'étudiants, souvent, lorsqu'on organise soit un party, soit des conférences, etc., on en retrouve que quelques-uns, et les étudiants sont dispersés sur le campus et dans la région de Québec, sans lien organique trop tôt entre eux. Donc, je pense que c'est un avantage de la formation et des cours en petits groupes qu'on pouvait avoir à l'époque. Et donc, ça menait à une maîtrise. Il fallait faire aussi en même temps que suivre des cours à plein temps, il fallait faire une maîtrise, donc faire une recherche et rédiger un mémoire de maîtrise. Je pourrais dire en rétrospective, c'est peut-être pas aussi poussé que ça peut l'être aujourd'hui, mais dans notre groupe, tout le monde a fait un terrain avant sa dernière année. Pendant la dernière année, a rédigé son mémoire tout en suivant des cours, de telle façon que c'est presque un record. Toute la classe a pu obtenir son diplôme de maîtrise à la fin même du cours, disons au mois de mai ou au mois de juin 65. Là, c'est l'année où j'ai obtenu ma maîtrise. Je voudrais passer maintenant à un autre thème qui est votre thèse de doctorat. Je crois qu'elle portait sur la bière. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Bon, après ma maîtrise, j'avais pas vraiment l'intention d'aller directement aux études de doctorat. J'ai accepté de participer en 65 au projet Ethnographie de la Côte-Nord que le professeur Marc-Adélard Tremblay venait de mettre sur pied avec une aide financière du Centre d'études nordiques. Et je suis parti sur le terrain à Saint-Augustin, où nous avons passé 3 mois. Et au retour du terrain, j'étais devant rien. J'ai tenté d'une couple de possibilités pour avoir un travail, un emploi qui, non, au ministère des Affaires indiennes, ça ne s'est pas matérialisé. Et un peu avant la fin des études, là, en 65, au printemps 65, j'avais eu une rencontre avec Mme Gessin, la femme du professeur Robert Gessin, du Musée de l'Homme de Paris, qui était venu présenter le programme de recherche du Centre de recherche anthropologique du Musée de l'Homme, en Afrique en particulier, au Sénégal oriental. Et ça m'avait intéressé, vu que j'avais déjà une expérience africaine au Rwanda. Et ça s'est matérialisé par la suite avec une possibilité d'aller en Afrique. Donc, je suis allé en Afrique en 66 et après ça, j'ai décidé de m'inscrire à l'École des hautes pratiques en sciences sociales, maintenant que ça s'appelle. À l'époque, ça s'appelait la PHA.
à Paris avec Madame Paul là, pour faire un doctorat. Donc, j'ai demandé une bourse, deux bourses. En fait, j'ai eu 2 bourses de doctorat, celle du gouvernement fédéral et celle du gouvernement du Québec. Et en 67, de 67 à 69, je suis allé passer à 2 ans à Paris où j'ai étudié avec Madame Paul. J'ai en fait étudié, ça veut dire suivre un séminaire hebdomadaire avec sa directrice, son directeur de recherche. Mais j'en ai profité aussi pour aller voir ce qui se donnait comme cours sur l'Afrique en particulier. Donc, j'ai voulu profiter de mon séjour à Paris pour augmenter mes connaissances anthropologiques et mes connaissances sur l'Afrique. Donc, en dehors du séminaire de Mme Paume, j'ai suivi aussi les séminaires d'un géographe que j'aimais bien, Gilles Sauter, un séminaire sur la religion africaine de M. Bureau. J'ai suivi aussi des cours de langue bambara. Parce que le Malinké fait partie de la grande famille mandingue, comme le Bambara. Donc, c'était le cours qui se donnait là-bas. Donc, c'est des langues très proches. Donc, pendant 2 ans, j'ai étudié le Bambara. Donc, j'ai suivi le séminaire de Mme Paul pendant 2 ans, qui a porté en partie sur les classes d'âge. D'ailleurs, on a organisé un colloque à un moment donné sur les classes d'âge auquel j'ai participé et dans lequel j'ai présenté un exposé sur les classes d'âge chez les Malinqués du Sénégal oriental. Et ma communication a été publiée dans un volume de Mme Paul sur les classes d'âge en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était... J'ai suivi un ensemble de séminaires là, pour me perfectionner mes connaissances sur l'ethnologie de l'Afrique. Donc, le séminaire de Mme Paume était suivi par un bon nombre d'étudiants qui étaient aussi dirigés par elle. Pendant un temps, d'ailleurs, c'est M. Marc Auger, il était parti sur le terrain. C'est M. Marc Auger qui l'a remplacé. Et à ce moment-là, il n'était pas connu comme il peut l'être aujourd'hui, mais on voyait que c'était donc un penseur là, qui éventuellement, disons, marquerait la pensée, l'ethnologie, par sa pensée, l'ethnologie française. Donc, après mon séjour au Sénégal oriental, j'avais été un peu fasciné par l'importance de la bière de mil, la fabrication de bière et de produits fermentés, là, alcoolisés, mais en particulier la bière de mil, qui était la principal produit fermenté consommé par les Malinqués, en particulier les Malinqués animistes. Et j'avais pensé que ce serait un sujet de thèse, un sujet de thèse de doctorat intéressant parce que la bière occupait, à mon sens, selon mes observations, une place fondamentale dans la société malinquée animiste d'une sous-région. On appelait les Malinqués des collines ou des montagnes, les Nyoro-Dongo, selon l'expression locale. Un groupe de 6 villages animistes qui résistaient à l'islam et où la fabrication et la consommation de la bière était très importante à plusieurs niveaux. À la fois au niveau économique, parce que c'était la matière d'échange lors des travaux collectifs. Une bonne partie des travaux d'échange se faisait de façon collective, c'est-à-dire qu'on invitait une partie du village, du lignage et des parents et des amis à venir travailler dans son champ et on les récompensait ou rémunérait en bière. Il fallait fabriquer cette bière-là. C'est un procédé qui dure 9 jours normalement. Et une partie importante de la récolte, jusqu'au tiers de la récolte, selon mes calculs, pouvait aller dans la préparation de bière pour les travaux collectifs, les fêtes, les sacrifices et ainsi de suite. Donc, une fonction économique très importante au niveau des travaux collectifs. Une fonction aussi cérémonielle très importante parce que c'est une société où il y a un cycle rituel très, très développé. On peut facilement, disons, dans un village, il y a des cycles annuels, des cycles pluriannuels. Donc, avoir 10 à 15 fêtes par année pendant la saison sèche, qui est la saison où les travaux, les champs sont limités étant donné que les pluies, il n'y a plus de pluie. Donc, après la récolte, il y a quelques mois où on peut disposer pour fêter. Ben, évidemment, on fait aussi d'autres travaux. Mais donc, les fêtes sont très importantes pendant la saison sèche, c'est-à-dire entre le mois de novembre, décembre et les mois d'avril, mai, avant les nouvelles pluies.
Donc, à chaque fête, il faut préparer aussi des centaines de litres de bière à l'avance là, qui sont distribués. Et certaines de ces fêtes-là durent plusieurs jours. Donc, il y a une consommation abondante aussi de fêtes. Il y a plusieurs villages voisins aussi. Les gens, des parents, des amis des villages voisins viennent aussi aux fêtes de chaque village. Donc, il y a tout un cycle de fêtes entre les villages, de telle façon que pendant cette période-là, on peut être en fête à peu près à chaque semaine. Là, on peut faire un circuit de fêtes. Aussi, au niveau symbolique et au niveau religieux, c'est important, la bière, parce que ce sont des offrandes que l'on fait aux esprits des ancêtres, aux autels des ancêtres et aussi à certaines divinités de la terre, là, dont les autels sont auprès de grands arbres. Donc, et au plan symbolique, ben, je considérais que la bière pouvait représenter un peu l'équivalent de la communion chez les catholiques. C'est une façon d'assumer, d'exprimer la cohésion entre les individus. Donc aussi la solidarité sociale, l'homogénéité sociale à l'intérieur des communautés. Donc, en fait, j'en ai fait un peu un phénomène social total à Lamos. C'est un peu l'orientation théorique de ma thèse, de voir la bière comme phénomène social total chez les Malinké animistes de la région de Kédougou, au Sénégal oriental, où j'avais fait un terrain en 66 et où je suis retourné en 68. Les années 70 sont marquées par le succès du structuralisme et surtout du marxisme. Comment vous vous êtes situé dans ces débats à l'époque? Oui. Curieusement, quand j'étais en France, j'ai pas vraiment été accroché ni par l'un ni par l'autre des courants théoriques. Bon, je suis allé, je pense, une fois ou deux au séminaire de Lévi-Strauss, mais j'étais pas accroché par le structuralisme parce que je me suis toujours défini un peu comme matérialiste. J'ai toujours été intéressé par les systèmes de production d'abord et aussi par les rapports de l'homme avec son milieu naturel, évidemment. Ça débouche aussi sur des rapports symboliques, mais c'était plutôt les rapports au niveau matériel, l'organisation de la production, les ressources exploitées qui m'a toujours intéressé. Par contre, aussi, j'avais été un peu à quelques séminaires là, de Godelier, en anthropologie économique aussi. Donc, j'avais un peu... j'étais voir, là, comme je disais, par curiosité, un peu ce qui se faisait dans différents milieux, dans différents domaines en France, là, pour maximiser les retombées de mon séjour. Mais je n'ai pas été accroché au départ par ni un ni l'autre de ces courants. Et bon, en suivant les séminaires de Mme Paune, des orientations théoriques n'étaient pas orientées ni dans l'un ni dans l'autre sens. On pourrait dire que, dans le fond, jusqu'à ce jour, j'étais plus ou moins fonctionnaliste. C'était un peu l'orientation, je pense, théorique de base que j'avais reçue en anthropologie. Donc, c'est un peu par la suite, au retour au Canada, où, dans mes enseignements, et surtout à travers l'anthropologie écologique, que j'ai développé une approche théorique, là, plus associée au marxisme, là, parce que au milieu des années 70, j'étais en contact en particulier avec Maurice Godelier. On a eu pendant 3 ans un programme d'échange France-Québec, où certains ethnologues français sont venus au Québec et certains anthropologues québécois sont allés en France. Et en particulier, ça a amené la première conférence internationale sur les chasseurs-cueilleurs qui a eu lieu en 78 à Paris. Donc, dans mon enseignement, surtout en anthropologie écologique, j'ai développé un cadre faisant appel en partie au matérialisme historique et en partie, disons, à l'approche processuelle qui est plus nord-américaine, mais étant donné que s'intéresse à la dynamique sociale, au changement, aux transformations et aux déterminants ou aux facteurs de transformation. Donc, ça s'intégrait bien avec une approche du matérialisme historique. Donc, j'ai jamais été, disons, matérialiste ou marxiste, disons, affiché ou très convaincu. J'ai jamais été vraiment pour les chapelles. Mais bon, si on se situe par rapport, je pense, aux 2 grandes orientations qui ont prévalu au département dans les années 70, le structuralisme et le marxisme, donc, ou le matérialisme
C'est vrai que c'est plutôt dans cette dernière tendance où je me suis raccroché. Et encore aujourd'hui, dans mon cours d'anthropologie écologique, c'est encore ce cadre-là que j'utilise dans mes recherches et dans mon enseignement. Vous avez parlé de votre enseignement à l'Université Laval. Pourriez-vous nous parler de cette participation importante? Oui, ben quand je suis revenu à l'Université Laval comme professeur en 1969, après une absence de 4 ans, ou près de 4 ans, presque passé entièrement à l'étranger, je me suis retrouvé comme... je pense que j'étais le sixième professeur engagé en anthropologie. Donc, on était un petit noyau. Et lors de la création du département en 1970, on a dû assumer un programme complet en anthropologie. Ce qui voulait dire, que chacun devait contribuer pour une bonne part au programme. Et j'ai été amené à créer plusieurs cours pour répondre aux besoins du programme. Et à mesure que d'autres professeurs par le site sont ajoutés, certains ont pris de ces cours-là. Moi, j'ai dû en créer d'autres, ce qui fait que je n'ai pas fait un bilan complet, mais depuis que, ça fait près de 30 ans, 29 ans que j'enseigne à l'université, j'ai créé à peu près une vingtaine de nouveaux cours, sinon davantage. Des cours que je n'assume plus depuis longtemps, comme à ce moment-là, ça s'appelait, je crois, technique ethnographique. Aujourd'hui, ça s'appelle technique d'enquête, je crois, que j'ai donné pendant plusieurs années dans les débuts de mon enseignement, entre 69 et 75. J'ai même donné une année le cours de parenté, lorsque Pierre Bocage nous a quittés pour aller à Montréal, dans le département d'anthropologie. Donc, je me considère justement, à cause de ce vaste éventail de cours, comme un généraliste de l'anthropologie sociale et culturelle. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris de l'anthropologie, en préparant et en donnant des cours. Monsieur Charret, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Dans le cadre de la série télévisée Portrait d'anthropologue québécois, nous vous présentons le deuxième de 3 entretiens avec l'anthropologue et professeur Paul Charret du département d'anthropologie de l'Université Laval. Dans ce deuxième entretien, Paul Charret nous parle de ses expériences de terrain en Afrique et au Québec, de sa participation à un grand projet sur l'ethnographie de la côte nord du Saint-Laurent et de l'importance de ce projet sur la formation pratique des étudiants. Finalement, il donne des conseils aux étudiants en anthropologie qui voudraient partir sur le terrain. Monsieur Paul Charret, j'aimerais profiter de cette seconde entrevue pour que vous nous parliez de vos expériences de terrain. Vous avez fait du terrain au Québec et en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre première initiation, je crois, sur la côte orientale de la baie d'Hudson et au Rwanda? Oui, comme je le dis souvent, je suis passé dans la même année et pendant plusieurs années consécutives du chaud au froid, c'est-à-dire que par différents hasards de ma carrière, au début de ma carrière, j'ai été appelé à faire du terrain, comme on l'appelle, à faire des recherches de terrain, en contact direct donc avec des populations, et dans le nord du Québec et en Afrique.
Et bon, j'avais auparavant, quand j'étais en sociologie, fait quelques recherches, on peut l'appeler du terrain aussi, mais en tout cas, dans sa propre société, on hésite souvent à appeler ça du terrain, mais des recherches portant, disons, sur les divers problèmes là, dans une grande entreprise québécoise, dans ma région d'origine. Bon, si on exclut cette première expérience-là de recherche, mon vrai terrain en anthropologie, disons mon premier vrai terrain en anthropologie, même s'il a été relativement court, a lieu à la baie James ou même à la baie d'Hudson, où j'étais amené plutôt à voyager en 64. Bon, j'ai accompagné un anthropologue physique français qui allait faire des recherches sur le système dentaire et j'ai un peu agi comme interprète avec lui, assistant de recherche et interprète. Donc, on était surtout à Poste de la Baleine à l'époque et à Povognituk. Poste de la Baleine, donc, devenu coup de joueur à pic. Donc, le séjour total était d'environ 3 semaines, je crois. C'était au printemps, donc je suis mis là-bas, c'était encore en plein hiver. Et c'est là que j'ai pu voir encore des Inuits dans des igloos. Probablement les derniers igloos là, où les Inuits résidaient de façon relativement permanente. Là. Il y avait même aussi qui restaient encore dans des tentes là, à Povognituk. C'était juste au début de la sédentarisation. Donc, c'est une première expérience quand même assez exotique là, dans le contexte du nord du Québec. Et la même année, en 64, j'ai été amené à faire un terrain au Rwanda à travers des contacts établis avec la nouvelle université du Rwanda, fondée par le père Georges-Henri Lévesque. Donc, c'est le professeur Albert Doutreloup qui avait commencé à enseigner, pas le département encore d'anthropologie, mais on peut dire la section d'anthropologie du département de sociologie, donc qui avait organisé un séjour qui devait en fait avoir lieu au Zaïre, en fait, l'ancien Congo à l'époque, d'ailleurs qui a repris son nom récemment. Ouais. Donc on devait aller au Zaïre, mais bon, c'était au début de l'indépendance, il y avait toutes sortes de problèmes d'instabilité politique et on a considéré qu'il était préférable de réorienter le terrain vers le Rwanda. Donc si on parle de parachutage des fois sur le terrain, c'était vraiment le cas parce que la réorientation s'est faite en cours de route. Donc on s'est rencontrés à Bruxelles au mois de mai. Et c'est là que, il m'a dit, c'est peut-être dangereux d'aller au Zaïre. Il y aurait peut-être la possibilité d'aller au Rwanda. Il y a la nouvelle université du Rwanda, fondée par les Canadiens. Et il devait passer avant moi, me précéder là-bas, voir si c'était possible d'établir une collaboration. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc, au mois de juin, au début de juin, au lieu d'aller au Congo, on est parti pour le Rwanda. J'étais avec mon épouse. J'étais jeune marié. On devait se marier avant de partir sur le terrain. Et nous sommes partis pour le Rwanda. Nous sommes demeurés 3 mois où j'ai fait une recherche sur les relations intrafamiliales sur une colline qui est l'unité de peuplement là-bas. C'est l'équivalent d'un village. Et ça a été le matériel que j'ai rapporté pour faire ma thèse de maîtrise. Votre deuxième séjour sur le terrain en 1966 a été le grand terrain, les 12 mois d'affilée. Oui, le grand terrain, un peu l'idéal de tout anthropologue, de passer au moins une année consécutive sur le terrain, sinon 2 ans, parce que souvent même, surtout chez les Anglais et quelquefois chez les Américains, encore aujourd'hui, certains peuvent passer 2 mois sur le terrain, 2 mois consécutifs, ou avec les moyens de transport modernes, on peut en sortir et y retourner, surtout si on a aussi des moyens financiers. Mais bon, c'était un peu l'idéal de faire un long séjour, voire un cycle annuel complet. Comme je le mentionnais lors de notre première entrevue, ça a pu s'organiser avec le Centre de recherche anthropologique du Musée de l'Homme, dirigé par le docteur Robert Gessin, et aussi avec sa femme Monique Delétrange Gessin. Donc, on est parti le 1er janvier 66 et on est resté une année complète. On est revenu juste avant Noël, le 23 décembre de la même année. En fait, on devait demeurer 18 mois, mais pour des raisons particulières de santé personnelle, j'ai beaucoup maigri là-bas. J'ai eu des problèmes de foie, de perte de vitaminose, etc. Donc, j'ai un gros problème de santé à un moment donné qui m'a amené d'ailleurs à quitter momentanément le Kédougou où on faisait nos recherches pour Dakar là, pour me refaire une santé. Donc, mais au total, on est quand même demeuré une année donc, au Sénégal.
où j'ai travaillé sur une recherche orientée. Donc, c'était un peu le mandat que m'avait donné le CRA, le Centre de recherche anthropologique, de faire une recherche sur les relations interethniques dans un regroupement de villages, un regroupement constitué par l'administration. L'administration va favoriser le développement de villages dispersés le long de la route principale qui part de la capitale du Sénégal oriental et qui va jusqu'à Kédougou. Et juste à la sortie du parc Niokolo-Koba, il y avait ce groupe de villages-là qu'on avait rapproché du chemin pour en faire un pôle de développement où on avait mis, entre autres, une unité de développement agricole, une école, un dispensaire et ainsi de suite. Et il y avait quatre ethnies qui sont retrouvées regroupées dans 6 villages différents. Et donc, on voulait que j'étudie un peu d'abord les relations interethniques, en mettant dans un contexte de développement, comment on pouvait s'organiser des relations de coopération, s'il n'y avait pas des problèmes aussi, à rassembler comme ça de différents groupes ethniques ensemble là, dans une même agglomération. Est-ce qu'il y a des échanges entre ces différents groupes ou... Oui et non. Donc, je dirais que la plupart sont restés quand même relativement autonomes parce que chaque village avait son autonomie avec son chef de village et que les services étaient plutôt embryonnaires. Mais c'était au tout début aussi. Là, le regroupement était tout à fait nouveau. Et donc, c'était beaucoup plus en voie d'organisation et de développement que déjà organisé et développé. D'ailleurs, ce projet-là n'a pas eu de suite, puisque quelques années après, l'administration a décidé d'agrandir le parc et d'évacuer les populations qu'elle avait concentrées à la limite du parc, là, plus au sud, à peu près une vingtaine de kilomètres plus au sud, sur le bord de la Gambie, où je les ai retrouvés en 78 lorsque je suis retourné. Donc, ça a donné lieu, cette recherche-là, cette recherche commandée, sur un rapport, j'ose pas parler d'un article parce que ça 120 pages, un texte considérable qui porte sur les relations interethniques dans la région de Niéménéké, Ségeko, Touba Diarra. C'est le nom des 3 principaux villages regroupés près de la route, qui a été publié dans les cahiers de la recherche anthropologique là, du Musée de l'Homme. Vous êtes retourné au Sénégal ensuite en 1968. Alors en quoi consistait cette mission? Bon, mais en 1968, je suis retourné là spécifiquement pour mon projet de doctorat. J'ai mentionné dans la première entrevue que ça portait sur la bière et l'importance de la bière chez les Manékés du Niokolo, donc une sous-région là, assez homogène, un groupement de 6 villages dans une région, pas tout à fait de montagne, mais de collines. Donc on se situe à la frontière de Guinée, près des monts du Fouta Djallon, qui sont en Guinée, mais déjà, ce qu'on appelle les contreforts, donc l'altitude commence à augmenter et il y a des crêtes là qui ont servi de refuge, de zone de refuge pendant certaines périodes de conquête et c'est là qu'on retrouve un groupement de villages manékés très homogènes et demeurés très traditionnels. Donc en 68, pendant 4 mois, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, je suis allé compléter la cueillette de données de terrain pour la préparation de ma thèse de doctorat. Et donc j'ai concentré mes activités surtout dans ce groupe de villages-là et ce que j'ai fait pendant cette période-là, c'est que j'ai suivi beaucoup les travaux collectifs. Donc, tous les jours, j'allais dans des champs où je savais qu'il y avait des travaux collectifs pour observer, disons, évidemment, les techniques culturelles, mais en même temps aussi le comportement des travailleurs et ce qui était fourni en échange par le propriétaire du champ aux travailleurs, qui peut être la nourriture. En dehors de la bière, il y avait toujours le repas du midi qui était fourni. Et lorsque le travail était important, on pouvait donner aussi du tabac, on pouvait donner aussi de la cola, qui est un peu un excitant léger, qui est très, très prisé des travailleurs. Et lorsque ça durait plus d'une journée, on pouvait aussi tuer une chèvre, un mouton plus rarement, une chèvre ou encore, surtout quand le travail durait 3 jours, on pouvait tuer un bœuf. Donc à ce moment-là, ça suppose aussi un nombre important de travailleurs. Ça pouvait aller jusqu'à une centaine de travailleurs. Et lorsqu'il y a autant de travailleurs et de travailleuses, parce que les femmes aussi participaient autant aux travaux des champs, là, ça devient une fête. La productivité du groupe de l'unité de travail diminue. Et de plus en plus souvent aussi, on fait venir soit des joueurs de tambour, soit encore, les Manékés n'ont pas de masque
de travail, mais les groupes voisins des Tandanké, dont on retrouve un village dans ce milieu-là, les Tandanké qui sont réfugiés, ou Tandanké au Buldic, comme on les appelle. Donc, on fait venir aussi, on peut louer des masques du village voisin, des masques Tandanké qui viennent aussi par les chants et le rythme, là, encourager les travailleurs. Donc, ça devient une fête et le soir, ça se continue et ainsi de suite. Le lendemain matin, ben, c'est sûr que les travailleurs sont un peu en retard au travail. Donc, quand le travail devient une fête, évidemment, ça retombe en prestige social sur celui qui a offert la fête et qui a pu payer des masques, qui a pu payer énormément de bière, qui a pu fournir de la nourriture et de la viande. Mais en même temps, ça lui coûte quelque chose en termes de productivité. Donc, la productivité par travailleur diminue. J'ai calculé que la productivité optimale là, des groupes de travail collectifs, c'est autour d'une vingtaine de travailleurs, entre 20 et 25 travailleurs généralement. Il n'y a pas trop de bière, il y a de la nourriture et puis c'est surtout des gens d'un certain âge, des jeunes dans la force de l'âge, tandis que lorsque ça devient une fête, il y a des personnes âgées qui vont assister, etc., mais qui ne travaillent pas véritablement, mais qui veulent bénéficier de la bière et des retombées des prestations qui sont fournies par le propriétaire du champ. Oui, la formule privilégiée, finalement, par ceux qui organisent les fêtes, c'est plutôt les petits groupes, les grands groupes? Oui, c'est généralement les travaux les plus nombreux aussi, c'est des travaux d'entre 10, 15 ou 20 personnes. Il y en a qui sont moins coûteux, puis où le rendement du travail est beaucoup meilleur. Mais lorsque c'est un chef, lorsque c'est un chef de lignage, quelqu'un qui reçoit une pension du gouvernement, comme les anciens militaires, par exemple, qui ont pu capitaliser ou qui sont propriétaires de troupeaux assez importants. Donc, à ce moment-là, on s'attend d'eux, puis ça fait partie de leur fonction aussi, un peu de leur fonction sociale, là, d'entretenir, en quelque sorte, de fournir une fête aux travailleurs dans les champs. Alors, vous êtes retourné au Sénégal en 1968, en 78, en 1990. Vous êtes également allé au Mali en 91 et en 97. Avez-vous noté des changements sur le terrain? Moi, je suis retourné au Sénégal sur une période de plus de 30 ans. Donc, le premier séjour en 66, la dernière fois que je suis allé, c'est en 90, donc ça fait 20 ans. En Afrique, ça fait plus de 30 ans, mais au Sénégal, sur une période de 24 ans. Je suis retourné au Sénégal oriental en 90, justement pour essayer de contacter les gens que j'avais connus, que j'avais vus pour la dernière fois en 78, à l'occasion d'un bref séjour là, pour un colloque du CRA. Et au niveau de la vie villageoise, j'ai constaté très peu de changements. Donc, les villages étaient construits de la même façon, l'habitat n'avait pas changé. L'agriculture se faisait encore beaucoup manuellement, quoique, bon, l'agriculture attelée avait été introduite surtout pour la culture de l'arachide. Mais au niveau des activités de production, c'était surtout la culture du coton qui n'existait pas dans les années 60, qui avait été introduite au Sénégal et aussi, on le verra, au Mali, dans les années 70 et 80. Donc, la production du coton avait changé un peu évidemment la production agricole, où on mettait l'accent davantage sur la production commerciale, quoique avant il y avait l'arachide aussi, mais sur une faible échelle, parce que c'est une zone marginale au Sénégal oriental pour l'arachide. Donc, au niveau de la façon de vivre, de la nourriture, même de l'habillement, etc., relativement peu de changements au Sénégal oriental. Au Mali, par contre, je suis allé seulement pour la première fois en 90. Je suis retourné récemment à l'automne dernier, en novembre, décembre. Bon, dans la région où j'étais allé à 90, il y avait eu déjà des bouleversements importants à cause d'un barrage qui a été construit, qui a été terminé en 80, donc mis en opération en 80. Donc, il y a eu déplacement de population, construction de nouveaux villages, développement d'un centre administratif avec des maisons en dur, bon, production d'électricité pour la cité administrative et maintenant des extensions vers les villages voisins, donc une commercialisation des rapports quotidien facile avec la capitale, étant donné une route goudronnée. Donc, déjà en 90, on pouvait constater des changements importants par rapport à la situation antérieure que je connaissais par la littérature, mais que je n'avais pas connue directement. Entre 90 et 97, il y a eu
relativement peu de changements apparents, mais il y a eu des changements structurels dans l'organisation des institutions de développement dans la région en particulier, au niveau aussi de la division entre la production d'énergie et le développement rural. L'amélioration des rendements de l'agriculture irriguée, l'introduction aussi du coton, qui était récente dans une partie de la sous-région, surtout dans les villages, dans les environs du barrage. Commercialisation davantage développée avec construction de plusieurs nouvelles boutiques là, dans la ville administrative. Par contre, il y avait eu certains reculs au niveau de la santé, où le réseau de dispensaires s'était détérioré, les soins s'étaient détériorés. Au niveau scolaire, une fréquentation accrue. Par contre, dans un nombre de classes qui n'avait pas changé. Donc, augmentation de la population scolaire, même l'obligation d'avoir double vacation. Donc, des élèves qui vont à l'école le matin, d'autres groupes l'après-midi qui utilisent les mêmes classes, 70 étudiants par classe. Donc, il y avait eu certains reculs aussi au niveau là, du développement de la sous-région, étant donné les difficultés énormes que connaît le Mali suite à la sécheresse. Il y a eu un changement de régime politique aussi au Mali, qui a créé beaucoup d'espoir, mais le Mali est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, dont le 2/3 à peu près est désertique ou semi-désertique. Donc, c'est surtout dans la partie sud, où le barrage est situé, que se fait, disons, la plus grande productivité agricole, l'élevage, et aussi à Sénégal, il y a aussi la pêche qui s'est développée en raison du barrage, mais qui existait déjà en 90. Donc, sur une trentaine d'années, depuis le Rwanda en 64, un peu plus de 30 ans, bien sûr, je ne suis pas retourné au Rwanda, il sera difficile d'y retourner. Mais, l'Afrique a changé, surtout en milieu urbain, mais lorsqu'on voyage dans les campagnes, si on regarde surtout l'habitat et même un peu les techniques d'agriculture, ça a plus ou moins changé. L'agriculture se fait encore en bonne partie manuellement, surtout l'agriculture pluviale. Par contre, comme au Mali, il y a l'agriculture irriguée, la culture du coton, la pêche, là, qui ont changé beaucoup, disons, le contexte de production là, dans certaines sous-régions. Et alors, parallèlement à ces terrains en Afrique, vous avez effectué un nombre considérable de terrains au Québec. Le premier à Saint-Augustin en 1965, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Bon, ça fait partie de mon côté froid. Terrain au chaud, terrain au froid. Donc, ça correspond un petit peu aussi à l'alternance des saisons au Québec, où il peut faire très froid l'hiver et assez chaud l'été. J'étais toujours un peu attiré par le nord et donc, on a commencé nos premiers terrains. Je dis on parce que ma femme m'a accompagné très souvent dans mes terrains en Afrique et sur la Côte-Nord. En 65, je l'ai mentionné dans la première entrevue dans le cadre du projet Ethnographie de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent, qui a duré une dizaine d'années et qui a porté sur 2 sous-régions, la moyenne et la basse Côte-Nord. Donc, c'est un projet qui visait à faire des monographies de communautés. Originellement, c'était dans les différentes régions du Québec. Mais comme la première région de la Côte-Nord n'a été couverte que partiellement pendant une dizaine d'années, on s'est rendu compte que ça prendrait une vie davantage et des sommes considérables pour étendre le projet à l'ensemble des régions du Québec. Donc, en 65, on a réalisé avec Yvan Breton une première monographie sur Saint-Augustin qui a été publiée, d'ailleurs, par le Centre d'études nordiques. Par la suite, il y a eu d'autres étudiants ou encore même des gradués en anthropologie qui ont fait d'autres études de communauté dans d'autres régions de la moyenne, de la basse et de la moyenne Côte-Nord. Quoique l'orientation du projet a un peu changé au cours de route aussi. Après 5 ans, lorsque j'ai pris la direction du projet, lorsque je suis revenu enseigner à l'Université Laval en 70, Marc-Honor Tremblay étant devenu le directeur de l'École des gradués, comme ça s'appelait à l'époque. Donc, il m'a confié la responsabilité de la direction du projet. Donc, avec la deuxième phase sur la moyenne Côte-Nord, on a décidé de prendre la sous-région comme un ensemble économique et politique, plutôt que faire des études de communauté pour comparer, les comparer les unes aux autres. D'autant plus que la
moyenne Côte-Nord était plus homogène que la basse Côte-Nord. Donc, on s'est attardé surtout à des phénomènes concernant le développement économique et surtout le développement politique et le leadership là, dans la sous-région. Aussi l'évolution démographique. On a fait une enquête démographique là, complète de tous les ménages de la moyenne Côte-Nord. Donc, il y a eu un chantier là qui a duré de nombreuses années et qui a permis de faire participer, disons, de nombreux étudiants. À cette époque-là, au département d'anthropologie, il y avait plusieurs professeurs qui avaient des grands projets d'équipe dans différentes régions, dans le Nord, chez les Inuits, en Afrique et sur la Côte-Nord, avec Marc-Édouard Tremblay et moi-même. Certaines années, je me souviens, on avait près d'une vingtaine de membres de l'équipe, des étudiants, soit en anthropologie, soit dans d'autres disciplines. Fallait organiser alors. Aussi même des Nord-Côtiers, parce que sur la moyenne Côte-Nord, surtout, on s'est un peu associé avec l'Association des étudiants de la Côte-Nord, qui étaient des étudiants à l'université dans différentes disciplines, et quelques-uns d'entre eux ont participé, entre autres, aux enquêtes démographiques. Il y avait une relation organique assez développée entre les gens de cette association-là. On échangeait beaucoup, on participait à des réunions en commun, on leur communiquait les résultats de nos travaux et ainsi de suite. Donc, il y avait quand même une vie d'équipe assez développée, parce qu'en dehors des recherches de terrain, on réunissait les étudiants qui participaient à l'équipe pendant l'année régulièrement. Pas nécessairement toutes les semaines, au moins une fois par mois, surtout lors de la préparation du terrain, lors de la préparation lors de l'analyse des données, des résultats, la préparation des rapports, et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment une vie d'équipe de recherche là, assez intensive là, qui s'est développée dans le cadre du projet, surtout dans les années 70 où les fonds étaient substantiels et où les membres de l'équipe étaient nombreux. Il y avait même des séminaires là, crédités qui portaient sur la Côte-Nord ou des travaux pratiques. Donc, on intégrait des étudiants aussi, même qui ne faisaient pas de terrain, mais qui utilisaient les données de terrain pour faire des travaux dans le cadre d'enseignement. Donc, c'était la grande tradition, d'ailleurs, du département à cette époque-là, d'avoir, comme je le mentionnais, des équipes de recherche avec Bernard Saladin d'Anglais, en particulier chez les Inuits, avec Renaud Santerre, entre autres aussi, en Afrique. Il y a eu aussi des débuts avec Pierre Bocage en Amérique latine. Plus tard, c'était Yvan Breton aussi. Il recherche au Québec aussi sur l'agriculture dans Bellechasse avec Yvan Breton. Donc, dans les années 70, on peut dire que tous les étudiants d'anthropologie, s'ils le voulaient, pouvaient s'intégrer à une équipe de recherche. Même des fois, on manquait de main-d'œuvre étudiante. Donc, c'était formidable pour la formation d'anthropologue à l'époque, de pouvoir de tenter du terrain et pratiquer des enseignements, surtout au niveau méthodologique, donc faire des entrevues, faire des observations, en rendre compte aussi, parce qu'on demandait aux étudiants d'inscrire, et même à la dactylo, sur des duplicateurs, comment on appelait ça, des carbones, enfin, dans les stencils qui permettaient de reproduire ces entrevues-là, plusieurs exemplaires, de les classer sous forme de fiches codifiées, selon la célèbre méthode de Human Relation Area Files, de les codifier pour qu'elles soient toujours accessibles à tous les membres de l'équipe sous un certain nombre de thèmes codifiés. Et on regarde cette expérience de terrain double, donc en Afrique et au Québec. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaiterait aujourd'hui partir sur le terrain? Bon, c'est sûr que ça reste un idéal de notre formation à Laval en particulier. Depuis, je pense, le début du département, tous les professeurs ont toujours valorisé le terrain. Et comme je le mentionnais, dans les premières années du programme et puis du département, c'était possible de faire du terrain pour tout le monde. Bien sûr, par la suite, quand les nombres ont augmenté jusqu'à 300-400 étudiants, on ne pouvait plus l'assurer, en tout cas au moins pour les étudiants de premier cycle. Mais enfin, encore aujourd'hui, on est très content lorsque des étudiants ont l'occasion ou viennent nous voir en disant « j'aimerais faire de la recherche, etc. » Sauf que, ce que je déplore, on n'a pas toujours aujourd'hui les projets ou les moyens de leur fournir cette occasion-là. Donc, c'est sûr que
on conseille toujours aux étudiants d'aller sur le terrain, de prendre les occasions qui se présentent. Des fois, maintenant, ça peut être souvent même les étudiants un peu payent de leur poche, faire un petit travail d'été pour se payer un peu un billet d'avion pour aller même en Afrique ou en Amérique du Sud et faire une recherche personnelle là, qui peut mener à ce moment-là à un mémoire de maîtrise. Monsieur Charret, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions pour cette seconde entrevue. Merci. Dans le cadre de la série télévisée Portrait d'anthropologue québécois, nous vous présentons le dernier de 3 entretiens avec l'anthropologue et professeur Paul Charret du département d'anthropologie de l'Université Laval. Dans ce 3e entretien, Paul Charret nous parle de sa conception de l'anthropologie appliquée, de ses premières recherches pour le Conseil Atikamekw montagnais, du développement de son intérêt pour des études d'impact des barrages hydroélectriques sur les communautés autochtones de la Côte-Nord et de l'Afrique, de son engagement dans l'anthropologie impliquée, de ses prises de position en tant que chercheur sur les communautés montagnaises, de sa vision des revendications autochtones et en terminant de son champ d'étude de l'anthropologie écologique. Monsieur Paul Charret, vous avez obtenu le prix Weaver Tremblay de l'Association canadienne d'anthropologie appliquée en mai 1995. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes venu à cette branche de l'anthropologie? Moi, je dirais que c'est venu progressivement ou comme naturellement. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à faire une distinction marquée entre l'anthropologie ordinaire ou l'anthropologie un peu fondamentale, comme on peut l'appeler, et l'anthropologie appliquée. Je le fais maintenant puisque, il y a quelques années, on m'a demandé de donner le cours d'anthropologie appliquée au niveau gradué. Et là, forcément, je me suis défini un peu plus en termes d'anthropologie appliquée. Mais auparavant, puis même encore aujourd'hui, je me définis d'une part comme anthropologue ou comme ethnologue. Là. En France, on nous appelle plutôt ethnologue ou anthropologue social et culturel. Si on veut se distinguer, par exemple, de l'archéologie ou de l'anthropologie physique ou biologique. Mais c'est venu naturellement, mais par un effet un peu du hasard. Je dirais que le passage marquant se situe autour des années 76, 77, quand j'étais amené à travailler avec le Conseil Atikamekw montagnais. Et au départ, on m'a demandé, c'était une petite commandite, on m'a demandé de faire une recherche sur les impacts de la coupe forestière sur les territoires et les activités des montagnais de la moyenne Côte-Nord, en fonction de l'établissement à Port-Cartier de la compagnie Québec Rayonier qui avait eu comme réserve de bois, là, comme concession forestière, une partie des forêts couvrant les territoires montagnais là, de la région de la moyenne Côte-Nord. Et on m'a demandé de faire une étude d'impact. C'était mes balbutiements. Je ne maîtrisais pas du tout la méthodologie d'étude d'impact à l'époque. J'ai appris un peu sur le terrain. Donc, je dirais que c'est peut-être mon premier travail véritablement dans un domaine qu'on peut appeler l'anthropologie appliquée. Bien sûr, auparavant, en particulier dans mes travaux sur la Côte-Nord, dans nos travaux sur la Côte-Nord, dans l'équipe ethnographie de la Côte-Nord, on s'était quand même
m'intéresser un peu aux retombées de nos recherches sur les populations, les communautés villageoises, et on avait établi des liens avec, entre autres, des étudiants, avec aussi des leaders politiques et économiques, aussi avait des fois avec des leaders scolaires, et on avait déposé soit les bibliothèques municipales, les bibliothèques scolaires, les résultats de nos travaux. On avait fait une vidéo qui a circulé sur la Côte-Nord pour faire état de nos résultats de recherche. Et comment ça a été perçu, ça, par les gens? Bon, ça, c'est difficile à dire parce que les gens, souvent, ne nous le disent pas directement. Quoique, bon, les gens de l'association en général, l'association des étudiants, trouvaient que c'était utile pour une meilleure connaissance du milieu et pour monter des projets de développement, par exemple. Mais en général, bon, on n'a pas eu d'écho là très, très structuré, représentatif, ou on n'a pas de lettres à montrer disant oui, nos recherches ont été très, très utiles et puis ça aboutit à tel type de développement. C'est resté quand même, je dirais, des recherches sur la Côte-Nord, des recherches quand même fondamentales qui ont amené à la formation d'étudiants et à un certain nombre de publications, pas assez considérables à mon avis, quoique moi, personnellement, j'ai fait un effort important et j'ai publié entre 30 et 40 ouvrages là, de différentes natures, rapports de recherche, articles, volumes sur la Côte-Nord. Mais je pense que, étant donné l'argent investi, le nombre de personnes qui ont travaillé, il aurait dû avoir davantage de retombées au niveau académique. Mais on a mis aussi l'accent sur les retombées aussi au niveau local. Donc, j'ai commencé à travailler avec le Conseil Attiquébec Montagnet, avec lequel j'étais associé pendant 14 ans. Et en fait, c'est ça qui m'a mérité le prix Weaver Tremblay, parce que c'était en fonction de cette implication-là en tant qu'anthropologue chercheur avec le Conseil Attiquébec Montagnet, qui a été mis en évidence lors de l'attribution du prix. Mais pour en revenir à l'anthropologie appliquée, avant que vous commenciez à travailler sur les montagnais au sein du CAM, vous avez beaucoup travaillé sur les impacts des barrages au Québec et en Afrique. Alors, est-ce que ces problèmes sont complètement différents? Non, c'est pas avant que c'est en travaillant avec la CAM que j'ai travaillé sur les barrages. C'est à partir de 76 et 77. En fait, en 76, j'ai fait cette recherche-là sur les impacts de la coupe forestière. Et en 77, on m'a confié un mandat un peu semblable. Mais là, c'était davantage a posteriori. C'est d'essayer de documenter aussi les impacts sur des groupes montagnais, ceux de Pointe-Bleue, Massé-Bouillache et ceux de Betty-Amit. Des barrages construit d'une part par l'Alcan au Lac-Saint-Jean et d'autre part par Hydro-Québec sur la Côte-Nord. C'est encore une fois sur le territoire, les activités, les droits des montagnais et ainsi de suite. Mais bon, cette recherche-là a pris davantage d'envergure par rapport à la précédente, étant donné l'ampleur de la question. J'avais eu aussi un montant un petit peu plus élevé. J'avais pu engager une couple d'assistants de recherche là, qui avait aidé dans la collecte des données. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai développé un intérêt et ce qui est devenu une expertise là, sur les impacts sociaux des barrages et au Québec. Et bien sûr sur la Côte-Nord et sur les territoires montagnais, mais en même temps aussi, en général, sur tous les développements hydroélectriques dans le Nord, et en particulier à la baie James. Donc, j'ai pu consulter l'ensemble de la littérature. Et ce qui m'a amené aussi à lire sur les impacts des barrages dans d'autres milieux géographiques, en Afrique en particulier. Donc, j'ai consulté la littérature en général sur les grands barrages africains. Et ce qui m'a amené en 90 à avoir un projet d'année sabbatique avec une démarche comparative, c'est-à-dire aller voir en Afrique, justement, quels sont les impacts et comment c'est pris en compte par les autorités gouvernementales et aussi au niveau local, comment ça peut affecter des populations. Au départ, je m'intéressais davantage à l'aménagement du fleuve Sénégal, mais j'ai eu l'occasion, à travers des rapports institutionnels entre le Centre Sahel, l'Université Laval et l'INRSP, l'Institut national de recherche en santé publique au Mali, j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain au Mali, dans la région de Sénégué, donc c'est la région sud-ouest à la frontière de la Guinée, pour examiner les impacts sociaux, mais encore une fois a posteriori, expose, là, du barrage de Sénégué, parce que le barrage existait depuis déjà une dizaine d'années. Il avait été mis en eau
réservoir a été mis en eau en 80, donc on avait commencé à turbiner, à produire de l'électricité en 80 aussi. Et donc, ça faisait déjà 10 ans que la population avait vécu les impacts du barrage, et il s'agissait de voir comment la situation avait évolué, quelles étaient les attitudes, est-ce qu'il y avait eu, est-ce que les gens s'étaient replacés, étaient retombés sur leurs pieds, s'étaient bien adaptés à la situation, ou est-ce qu'il restait encore des problèmes résiduels. Et bon, ça fait l'objet d'un colloque, ce qu'on appelle d'abord un séminaire, avec une équipe de Maliens dans différentes disciplines. On a fait un bilan assez complet des impacts socio-écologiques du barrage, et qui a fait l'objet d'une publication au Centre Sahel de l'Université Laval. Donc moi, j'avais pris la tranche là, des impacts sociaux selon ma compétence, donc je m'étais intéressé en particulier aux impacts là, sur les populations villageoises, parce qu'il y avait eu 13 000 personnes à peu près qui avaient été déplacées, donc c'est quand même un impact assez considérable. C'est sûr que c'est loin du 2 millions de personnes qui vont être déplacées ou qui ont commencé à être déplacées en Chine avec le barrage des Trois-Gorges, mais c'est quand même donc un impact social important, et qui se manifeste encore aujourd'hui même. Je suis retourné en 97 là, à l'automne, et encore aujourd'hui, les gens reviennent toujours sur l'inondation, les terres qui ont perdu les vergers, et ainsi de suite. Beaucoup de familles encore, beaucoup de personnes se ressentent encore des conséquences négatives là, de la construction du barrage. Mais il n'y a pas eu que des impacts négatifs. En fait, dans l'ensemble, selon moi, il y a eu une majorité d'impacts positifs. Le bilan est plutôt positif. Mais ça dépend pour qui aussi. Les impacts des grands développements sont toujours partagés inégalement entre différents groupes d'intérêt. Et les populations déplacées sont généralement celles qui en souffrent le plus, alors que les entrepreneurs, et dans ce cas ici, les industries de la capitale et les résidents de la capitale en profitent sous la forme de l'électricité ou même du poisson qui est vendu en provenance de Sénégué, alors que l'inondation des terres et des vergers et le déplacement des villages sont des conséquences, des traumatismes que la population ressent encore aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant passer à un autre thème qui est ce que vous avez appelé l'anthropologie appliquée. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela signifie? Oui, je pense avoir inventé ce terme-là, même si on le retrouve maintenant un peu dans la littérature en français. Il y a un ouvrage qui est sorti sur l'anthropologie appliquée, dont j'oublie l'auteur. Peut-être c'est Olivier de Sardan, mais je ne suis pas certain de l'auteur. Ma mémoire fait de temps en temps défaut. Ce terme-là est aussi impliqué, mais c'est un ouvrage tout à fait récent. Donc, j'ai inventé autour de 80 ce terme-là dans une publication dans la revue Culture, parlant de mon travail de directeur de recherche, de conseiller scientifique au Conseil Atikamekw-Montagnais. Je qualifie ce travail-là d'anthropologie impliquée, c'est-à-dire une anthropologie qui engagée partisane, engagée envers une cause, que j'appelle une cause bien sûr qu'on juge valable, une cause qui nous tient à cœur et pour laquelle on a envie de fournir des efforts et de se battre d'une certaine façon, mais à travers, évidemment, les outils de l'anthropologue, c'est la connaissance que fournit l'anthropologie sur certaines situations, sur les facteurs de changement, par exemple, et aussi les outils méthodologiques que peut fournir l'anthropologie pour des recherches appliquées dans le domaine des études d'impact, par exemple. Quoique ce pas les seules études ou travaux que j'ai dirigés, que j'ai menés avec le Conseil Atikamekw-Montagnais. Donc, évidemment, il y a des causes qu'on peut considérer comme bonnes et valables et pour lesquelles on peut décider subjectivement, dans lesquelles on peut décider de s'investir. Et c'est un peu le choix que j'ai fait en 77. J'ai travaillé, comme je mentionnais, sur 2 contrats, 2 commandites pour le Conseil Atikamekw-Montagnais. Et en 77, comme leur directeur de recherche à l'époque, qui était prêté par le Centre d'études nordiques, Paul Bertrand, a quitté. Donc, on m'a demandé de le remplacer, mais c'était un travail, disons, qui peut être considéré comme temporaire, de toute façon à temps partiel, même pas très important en termes de temps à l'époque, puisque le Conseil n'avait encore pas beaucoup de ressources, là.
n'étais pas encore engagé dans un processus de revendication territoriale. Donc, j'ai accepté et l'université me prêtait mes services là, à temps partiel. Il y avait des ententes, là, c'est une forme de prêt de service entre l'université et le Conseil Atikamekw-Montagnais pour que je puisse consacrer une partie de mon temps là-bas, tout en ayant mes enseignements, mes directions de recherche, de thèse et d'études ici à l'université. Donc, cette implication de l'intérieur là, avec un organisme, là, et, bon, un organisme qui bénéficie de notre compétence, de notre formation professionnelle. Bon, souvent, je me qualifie un peu d'outil dans les mains du Conseil Atikamekw-Montagnais ou même de béquille remplaçant temporairement, disons, un membre pas cassé, pas atrophié, mais disons, incapable peut-être de remplir les fonctions. En attendant que des montagnais, disons, formés à la recherche puissent prendre la relève. Donc, j'ai assumé ce poste-là, mais plus longtemps que j'aurais cru au départ, parce que finalement, mon association a duré 14 ans, de 1976 à 1990. Et, bon, vers la fin, je n'étais plus directeur de recherche, j'étais surtout conseiller scientifique, surtout sur les études d'impact de différents projets, en particulier avec Hydro-Québec. Hydro-Québec avait plusieurs projets en territoire montagnais, des projets de barrage, des projets de transport, de lignes de transport hydroélectriques ou même des projets d'arrosage pour l'entretien des lignes de transport. Donc, j'ai laissé la place à un autre anthropologue là, qui avait été formé ici à l'Université Laval et dans différentes recherches, Denis Brassard. Et bon, en 90, bon, avec des changements au niveau politique, des structures de négociation, avec l'avenue de mon année sabbatique, j'ai décidé de mon plein gré là, de quitter cette fonction-là au Conseil Atikamekw-Montagnais. Mais j'ai fait part de mes réflexions là, après quelques années, après une distance de quelques années. En 95, lors de la réception du prix Weaver Tremblay, j'ai fait part de mes réflexions là, devant l'Association canadienne en anthropologie appliquée. Bon, c'est un texte qui s'intitule justement l'anthropologie impliquée, 14 ans de réflexion sur 14 ans de travail en milieu atikamekw et montagnais. C'est pas publié, j'espère éventuellement le publier, là, peut-être en le remaniant, là, je songe à ça, mais pour le moment, c'est un peu dans mes cartons, là. Mais vous parlez donc d'anthropologie engagée, d'anthropologie partisane. L'anthropologue doit-il être un militant, selon vous? Il n'y a pas d'obligation pour l'anthropologue ou les anthropologues en général. Je pense que chacun doit faire ses choix. On est écologiste, on peut être militant ou on peut ne pas l'être, et ainsi de suite. On peut avoir n'importe quelle profession, être n'importe quel travail et vouloir être militant ou aussi ne pas l'être. C'est sûr que dans le cas de l'anthropologie, il y a souvent une jonction entre les intérêts scientifique ou professionnel et disons, le militantisme. Dans ce cas-ci, disons que c'est peut-être la défense ou la promotion des intérêts ou des droits des Autochtones. C'est dans ce sens-là que j'ai milité, mais milité pas en pancarte à la main et pas en faisant des manifestations dans les rues, militer à travers bon, des recherches sur des sujets importants et considérés comme importants dans le développement politique, en particulier de l'association et des communautés bon, qui étaient les communautés atikamekw et montagnaises, à peu près, disons, aujourd'hui une 15 000 personnes, en fait, qui sont représentées, qui font partie de ces deux nations, et bon, 12 communautés. Donc, ce sont des choix personnels. Bon, il y a des anthropologues qui, au contraire, privilégient la neutralité, la supposée objectivité. C'est-à-dire que moi, c'était très clair dans l'article que j'ai écrit en 80. Je ne crois pas vraiment à la subjectivité, à l'objectivité plutôt, et je pense qu'on a tous des approches subjectives par rapport à la réalité sociale. Il s'agit de les connaître et de les mettre sur table et de reconnaître ses biais. Je
pense qu'il n'y a rien de pire que de les cacher et sous le couvert de la prétendue objectivité, disons avoir des biais tout à fait équivalents, mais ne pas les reconnaître. Donc, je me suis dit, tant que les conditions favorables seront fournies au Conseil Atikamekw-Montagnais, en termes de contexte de travail, en termes d'orientation du travail et en termes d'objectifs, je pourrais continuer à travailler dans un contexte où les connaissances anthropologiques sont orientées d'une certaine façon pour la défense d'une cause ou d'un organisme. En 90, la situation ayant changé, j'étais moins convaincu que la situation favorable continuait d'exister à cause des changements que j'ai mentionnés au niveau de la structure des négociations en particulier. Et ça faisait 3 fois que ça changeait, donc je commençais un peu à perdre confiance dans la possibilité qu'un jour tout ça aboutisse à un règlement favorable là, pour les 2 parties ou les 3 parties, puisque les négociations territoriales concernent à la fois, bien sûr, les groupes autochtones, les nations autochtones comme les Atikamekw et les Montagnais, les communautés qui en font partie, et le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, ça faisait déjà une dizaine d'années que le processus était engagé depuis au tournant des années 80. Et comme on recommence encore le processus d'une certaine façon. Et encore aujourd'hui, 7-8 ans plus tard, encore récemment, il y a eu encore des changements dans les structures de négociation depuis quelques années qui font croire que, c'est pas sûr, que c'est pas certain qu'on en aboutisse à un règlement comme il était espéré au début. Sinon, au niveau local, possiblement, parce que la négociation a éclaté. Maintenant, il y a 3 groupes de négociation au lieu d'un seul. Et même souvent, les communautés elles-mêmes désirent négocier individuellement des ententes avec les gouvernements ou avec des organismes de développement économique comme Hydro-Québec. Donc, le processus s'étend, se dilue, se diffuse jusqu'au niveau des communautés de base. Mais est-ce que il y aura des aboutissements? En tout cas, j'ai des doutes. Je le souhaiterais, mais pour le moment, on est dans l'expectative. Vous parlez souvent des montagnais. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de vos recherches avec les montagnais, notamment sur la gestion du territoire ou les activités de chasse? Bon, comme on a pu le voir un peu dans les entretiens précédents, j'ai pas une formation de base en ethnologie des Amérindiens, même si maintenant j'enseigne un tel cours, puisque mes premiers terrains, mes premières recherches, mes premières publications ont porté sur l'Afrique et sur la Côte-Nord. C'est par hasard que je suis venu à l'amérindianisme, si on peut l'appeler comme ceci, à travers une demande là, du Conseil Atikamekw-Montagnais de faire une recherche ponctuelle. Et progressivement, étant demeuré 14 ans quand même associé au Conseil Atikamekw-Montagnais, ça, j'ai développé une compétence là, en lisant sur les Autochtones, des ouvrages ponctuels monographiques, des ouvrages plus larges aussi. Et finalement, j'ai développé, sans avoir une formation préalable, je crois, une compétence donc, sur les Amérindiens et même sur les Autochtones, au moins d'Amérique du Nord. Bon, ce qui a été reconnu, lorsqu'on m'a demandé aussi de faire des enseignements sur les Amérindiens, des dossiers autochtones, ou même en anthropologie appliquée, où j'utilise une partie de mes compétences ou mes connaissances là, concernant les Amérindiens. Donc, mes premières recherches n'ont pas concerné les Amérindiens, mais à partir de 76-77 que j'ai mentionné, j'ai commencé à faire des rapports de recherche sur les impacts là, de la coupe forestière et des barrages hydroélectriques. Et par la suite, avec la perspective des négociations territoriales, j'ai proposé au Conseil Atikamekw-Montagnais un programme de recherche avec des recherches importantes là, concernant, d'une part, l'occupation du territoire, l'occupation et l'utilisation du territoire, d'autre part, sur l'exploitation des ressources fauniques. Et donc, entre 1980 et 1985, ou même dépassé un peu 85, pendant une période de 5-6 ans, j'ai eu deux équipes de recherche, une avec le Conseil Atikamekw-Montagnais, une avec le Centre d'études nordiques, portant sur l'un et l'autre de ces deux sujets. Parce que on demande, dans le contexte des négociations territoriales, la politique fédérale veut que ce soit les Autochtones qui démontrent le bien fondé
de leur occupation du territoire et de leur occupation historique depuis des temps immémoriaux jusqu'à ce jour du territoire. Et d'autre part aussi qu'ils utilisent bien ce territoire encore aujourd'hui. Donc, démontrer que les activités traditionnelles sont encore pratiquées. Donc, c'était dans le contexte qu'il fallait faire la preuve là, pour les Autochtones de leurs droits territoriaux, de leurs droits ancestraux. Donc, c'est dans ce contexte-là que ces équipes de recherche-là, ces projets de recherche-là ont été mis sur pied. Puis récemment, vous avez réagi très violemment face à la supposée disparition des montagnais. Oui, là, ce n'est plus dans l'intérieur, là, ce n'est plus en tant que conseiller scientifique, le Conseil Atikamekw-Montagnais, mais universitaire concerné par des questions comme celle des droits des Autochtones, parce que récemment, des historiens, enfin, les origines sont plus anciennes, mais c'est ressorti il y a 2 ans, des historiens ont mis en cause donc l'existence historique jusqu'à ce jour des Atikamekw et des Montagnais. Dans le cas des Atikamekw, c'est un dossier peut-être un peu différent de celui des Montagnais parce que, bon, il y a le nom, en cours de route des Atikamekw historiques qui existaient au moment du contact. En cours de route apparaissent des têtes de boules et par la suite, on reprend le nom Atikamekw, mais certains prétendent que, les têtes de boules n'étaient pas des Atikamekw, mais des populations Ojibwa déplacées de l'Ontario vers le Québec pour la fin de la traite des fourrures. Mais ça, est-ce qu'on saura vraiment l'histoire complète? Est-ce que c'est tout simplement des changements de nom? Parce qu'on voit dans la littérature, souvent des groupes changent de nom. Mais en ce qui concerne les Montagnais, que je connais mieux, il y a bien sûr eu des avatars historiques sur le plan démographique dû aux guerres iroquoises, dû aux maladies. Il y a eu des déplacements de population, etc. Bon, les Atikamekw, les Montagnais plutôt, existent bien sûr aujourd'hui comme nation. Ils sont même 12 000. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu des problèmes démographiques, mais le but souvent, c'est non avoué, surtout chez ceux qui utilisent ces informations venant des historiens, c'est de diminuer ou d'éliminer ou de faire disparaître les droits des groupes autochtones, Atikamekw ou Montagnais à des territoires, à un règlement, à des compensations, et ainsi de suite. Donc, le gouvernement du Québec utilise ces informations-là pour essayer de minimiser, disons, les revendications des Autochtones. Et c'est un peu aussi dans ce sens-là que je suis intervenu dans le dossier. Il nous reste moins d'1 minute. Si vous pouvez juste nous dire un mot de votre intérêt pour l'anthropologie écologique et vos recherches. Oui, c'est un champ dont on n'a pas eu l'occasion de parler, mais que j'ai développé depuis le début des années 70. Dans la foulée, je dirais, surtout de mes études sur la Côte-Nord, de nos travaux sur la Côte-Nord, où le milieu naturel est très contraignant, fournit un certain nombre de ressources qui ont été utilisées, exploitées par les populations autochtones et non autochtones. Donc, j'ai développé un modèle, enfin 2 modèles, j'ai changé en cours de route, d'abord en écologie culturelle, ensuite en anthropologie écologique. Donc, j'ai des publications, plusieurs publications sur les rapports entre les populations de la Côte-Nord, différentes populations historiquement, et leur milieu naturel. Et ce modèle-là aussi, je l'utilise dans mon cours d'anthropologie écologique. Donc, je me définissais comme un matérialiste. Donc, dans ma carrière, c'est une continuité, un fil, là. Monsieur Charret, je pense que nous n'avons plus de temps. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accordé autant de temps pour ces 3 entrevues. C'est moi qui vous remercie.